Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Honnêtement, je ne pense pas qu'il existe des excuses pour tout, tout le temps. C'est contre-productif. Implicitement, on sent qu'un équilibre universel mystérieux est rompu quand on constate l'horreur. On ressent instinctivement que la tolérance avec l'intolérable est vaine au bout du compte. Le mal existe en ce monde, et il se justifie par sa simple existence. Pas besoin de regarder le ciel ou de chercher sous la terre. Tout est là, devant nos yeux souvent ébahis, car ils ne peuvent comprendre ce que, néanmoins, nous portons tous en nous. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Ce n'est pas de moi, évidemment, c'est de Charles Baudelaire. Mais je le cite mot pour mot car il n'y a pas meilleure description de l'atmosphère et du décor dans lequel évoluent les personnages de ce récit. Au milieu de cette cité ouvrière qui étouffe autant sous la fumée des usines que sous la pesanteur du désœuvrement, on célèbre l'ancien dieu de la mort, la veille de tous les saints. Ici, on fête Halloween. On pourrait croire qu'il s'agit du petit sourire en coin qui égaye l'automne bistre et figé sur son parterre senteur cannelle de fin de cycle, mais non, hélas. En ces lieux et places, Halloween est un prétexte de plus pour que les querelles ressortent et éclatent, prétexte à des beuveries outrancières aux limites du métabolisme, prétexte pour que la frustration des uns jaillisse au visage des autres, afin que la poisse soit partagée, pour rendre le mal de vivre contagieux, pour être sûr que personne n'échappera à la glu de cette lancinante dépression qui domine toute la ville et qui rend tous ceux qui l'occupent égaux par le siphon. À travers les rideaux pâles et légèrement translucides de la chambre médicalisée du jeune Hadi Paraman, sa mère ne s'attend pas à voir gambader de petits groupes d'enfants déguisés chantonnant dans les rues alentours, non. Elle sait où elle réside, ça fait trop longtemps qu'elle est là pour se bercer d'illusions. Même si c'est manifestement quelqu'un qui garde espoir au fond d'elle, elle croit en un mieux qui la rassure, en une forme de lumière, elle a la foi. Cette femme qui élève son fils seule, est-ce qu'on peut appeler une mère courage? Venue d'Inde avec son mari et ses 2 fils il y a plusieurs années, elle n'a pas eu à attendre longtemps pour que sa vie déjà bien chamboulée bascule dans de ténébreuses épreuves supplémentaires. L'homme de la maison a vite foutu le camp avec une femme locale qui l'a enivré facilement grâce aux efficaces charmes rapides, lui faisant miroiter le confort de l'Occident pour lui et son aîné, son premier fils, le plus grand. Le plus jeune, lui, souffre d'un mal aussi handicapant que stigmatisant. Il est né hydrocéphale. C'est d'ailleurs dans l'espoir de trouver un meilleur traitement et une prise en charge digne que la famille a émigré vers ces terres lointaines, avant de comprendre qu'ici non plus, on ne peut pas soulager toute la misère du monde, et qu'ici aussi, c'est l'argent qui domine tout. Dans cette ville, et particulièrement dans ce quartier justement, l'argent ne coule pas à flot, et chacun rogne son quignon de pain en regardant l'autre avec des yeux de chien de la rue. Et c'est un peu comme ça pour tout. Misère sociale, intellectuelle, sentimentale et sexuelle sont les murs du quotidien contre lesquels les habitants fantômes de ce bourg tristoun frappent leur tête encore et plus encore chaque jour, comme une mouche à merde sur un carreau mal lavé, sans espoir d'amorce de réflexion pour trouver la solution qui pourra les faire sortir de là. Les bibliothèques sont vides, mais les bars sont pleins. Les usines sont pleines, mais les patrons sont peu. Et d'une manière générale, c'est pas la course aux neurones ni à l'initiative dans ces longues avenues froides. Longues avenues froides et petits dédales cradingues qui ont vu naître des profils rustres en adéquation avec leur environnement. Et parmi eux, particulièrement 3 lascars, 3 ados qui abordent l'âge adulte dans la violence et le cynisme le plus profond. Connus des flics, des filles, des mères et autres garçons et même des hommes d'âge mûr, cette bande des 3 s'est fait connaître et remarquer pour sa brutalité et la gratuité de ses actes de destruction. Ils n'aiment rien, ils n'aiment personne et ils veulent que tout le monde le sache. Et quand tout le monde sera au courant, ils veulent détruire le monde. C'est ce qu'avait répondu l'un des 3 au commissaire du district lors d'un interrogatoire il y a quelques années, suite à des échauffourées les impliquant, déjà survenus un soir d'Halloween. Depuis, ils ne parlent plus trop. Ils se font furtifs le reste de l'année, mais vaut mieux ne pas les croiser lorsqu'un événement sort les masses du ronron du boulot et les fait remplir les rues.
Car c'est ce que les trois aiment, rappeler qu'ils sont là, qu'ils existent et que la peur leur ressemble. Alors que les préparatifs pour la veillée d'Halloween se montent un peu partout, il pleut des cordes. Dans le bourdon général, les gens jouent quand même le jeu, comme un instinct de survie qui pousse l'humain à vouloir garder espoir en une vue plus dégagée derrière chaque montagne de crasse. Alors chacun y va de sa petite citrouille à sa porte, à sa fenêtre, même les plus modestes des modestes, des draps troués en guise de spectres clichés, des petits fantômes, des trucs simples, quelques bougies dont la lueur palote fait semblant de réchauffer les cœurs. Sur la Grand Place, il est de tradition d'empiler un gigantesque tas de citrouilles et de potirons. Tous les cucurbitacées possibles en réalité. Tout y passe. Ça fait marcher les commerces locaux qui en vendent un peu partout pour une modique somme. Le soir, le gros tas est éclairé et les gens boivent et dansent autour. Attraction pas chère pour une ville pas riche. Mais pour l'instant, les nuages pissent dru. Depuis sa petite maison près du cimetière, la mère d'Adi Paraman, le jeune garçon connu de tous depuis son arrivée, et hélas moqué pour son énorme boîte crânienne due à son hydrocéphalie congénitale, observe au loin trois silhouettes sombres et grises, dans ce décor gris sombre, parmi les tombes qui gisent et sous un ciel qui gronde. Elle sait qui ils sont, elle les reconnaît et son sang ne fait qu'un tour. Elle a déjà eu maille à partir avec ces trois-là l'année dernière, lorsqu'ils l'ont conspué, poursuivi et terrorisé en versant de la bière sur elle et son fils, tout en l'insultant et en la tripotant, un soir qu'elle rentrait de l'hôpital après une série d'examens pour son fils. Les trois lui ont même hurlé « Dehors les monstres, on ne veut pas de monstres étrangers ici. Les seuls monstres en place, c'est nous !» Elle a longtemps prié les divinités vénérées par ses ancêtres, pour que ça ne lui arrive plus, pour qu'elle ne les recroise jamais, elle qui prie si souvent, un Dieu par sujet et par souhait, elle qui joint ses mains plusieurs fois par jour pour que son fils n'ait pas trop de mal en sa chair, elle qui brûle encens sur encens en se convainquant que c'est la bonne chose à faire. Bonne chose à faire quand d'autres font le mal, sciemment, délibérément, ceux qui coulent le mystère de leur véritable motivation dans de sanglants rituels d'ultra-violence, jouissant d'être considérés par ceux qui espèrent en les cieux comme le fruit pourri des flammes de l'enfer. Il est maintenant 16h, et après s'être imbibés de mauvais gin pendant un bon moment, les trois partent en chasse dans la bourgade. Tout ce qui croisera leur regard subira les affres de leur méchanceté sans retenue. Parce que c'est comme ça, c'est leur rite à eux, ils se lâchent, ils anéantissent les corps et l'espoir. Par exemple, ce vieux monsieur qui boite sur le trottoir d'en face, peu importe où il doit aller et pourquoi, finira la tête dans le vasistas d'une cave, avec sa canne cassée tant on a frappé son dos fragile avec, qui a finalement été enfoncé dans son rectum. Cet épicier, qui ne lésine pas sur le travail en ce jour particulier, est roué de coups, jeté à travers son étalage comme un vulgaire chiffon, puis sa mâchoire est démantibulée en le forçant à mettre dans sa bouche une petite citrouille grosse comme une balle de hand. Cette dame là-bas, qui promène son chien, est attrapée et retenue de force par l'étroit qui l'oblige à regarder son pauvre toutou brûlé vif enfermé dans une cabine téléphonique. Cette jeune fille blonde pousse des cris de douleur déchirants quand elle est attachée par ses longs cheveux sur le pont au-dessus du fleuve et qu'elle ne peut rien faire d'autre puisque ses mains sont liées dans son dos. Sous la menace d'un couteau, un petit frère est obligé d'embrasser sa grande sœur sur la bouche avec la langue et se perd de glisser la main dans la culotte de sa fille adolescente. Tout ce qui casse est cassé, le verre, le bois, le moral, les os, l'espoir. Le métal est tordu comme les bouches qui hurlent et à l'image de l'esprit des trois qui commettent saloperie sur saloperie, méfait sur méfait, horreur sur horreur, pour leur plus grand plaisir volontairement non coupable. Ils plongent les deux pattes griffues de la conscience totale dans la terrifiante et immorale authenticité de leur nature profonde. Quelques bagarres plus tard, dont ils sortent à chaque fois vainqueurs, car rien ne les inhibe et avec une police aux abonnés absents, les trois finissent par errer de nouveau près du cimetière. Quand l'un d'eux remarque une maison sans apparat en relation avec la fête du jour, une maison dont la façade n'est pas le sceau de la couleur orange, mécanique, par la même fenêtre de laquelle la mère d'Adi Paraman les regardait quelques heures auparavant, ils aperçoivent sous une lumière clinique l'enfant handicapé et son physique facilement reconnaissable. Inutile de vous préciser par quelle technique ils sont entrés dans la maison alors que la maman priait, encore et toujours, ni de vous énumérer la liste des supplices insoutenables qu'ils lui ont fait subir. Sachez juste qu'au soleil couchant, les encens se sont éteints en même temps que la vie de cette femme. Le petit Adi Paraman lui est enlevé, effrayé, meurtri au-delà de la raison et de ce que son corps déjà douloureux peut endurer, passant de bras en bras pour de macabres danses grotesques
il sert de triste pantomime, de poupée désarticulée avec laquelle joueraient des primates en colère. Déséquilibré par son énorme tête, cogné sur tous les angles de la ville, traîné à l'envers comme un boulet attaché à un bagnard qui se fait la belle. Son corps sans vie est finalement décapité, tranché par la même lame émoussée qui creuse aussi un trou approximatif dans son crâne et dans lequel est plantée une bougie, tout en haut du monticule de cucurbitacées de la place principale. Une grosse tête, comme une grosse citrouille. Ultime trophée macabre pour les 3 cavaliers de l'Apocalypse qui, eux, rient et éructent au pied de l'enchevêtrement de fruits informes, visiblement ivres d'être remplis de la substantifique moelle qui les fait exister. Ce mélange de peur qu'ils inspirent aux autres et de souffrance qu'ils récoltent, et qui semble nourrir leur fort intérieur. Les mots qui sortent de ma bouche aujourd'hui sont d'abord et avant tout l'histoire d'un combat perdu. Un combat perdu par les lâches, mais aussi un combat perdu par les braves. Est-ce que tout ceci a un sens? J'ai bien peur qu'une fois de plus, la question ne soit moins effrayante que la réponse.